Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Terre et mer. En Nouvelle-Calédonie, il y a un vrai savoir-faire en ce qui concerne l'artisanat tourné vers la mer. Nous nous sommes intéressés à certains d'entre eux, comme Eric qui fabrique des leurres ou encore Didier qui propose toute une gamme de sagaies. Fabriquer 100% calédonien peut vite avoir son lot de complications. Pouvoir se fournir en matériel, se démarquer, faire jouer la concurrence, fidéliser sa clientèle et proposer un produit de qualité est un défi de tous les jours pour un artisan du caillou. Mais c'est avant tout une passion qui les anime au service des passionnés de la mer et c'est tout de suite dans Entre Terre et mer. Je crois que ça a été un des premiers instruments de pêche qu'on ait eu parce qu'on les fabriquait nous-mêmes. C'est un peu le papa qui nous a montré comment il fallait faire. Si c'est trop lent, le poisson au bout, il risque de se débattre, il va se barrer. Il ne faut pas que ce soit trop rigide non plus. Donc il faut adapter les formes pour qu'elles nagent en toutes circonstances. Que tu aies 5 nœuds de vent comme 25 nœuds de vent, il faut que ton leurre fonctionne. Et c'est ce qui est vraiment technique. C'est la partie technique la plus compliquée, c'est la mise au point d'un leurre qui nage partout en temps. Commençons tout d'abord avec Didier Marlier. Ce retraité de l'éducation nationale s'est mis à fabriquer des sagaies de compétition. Un savoir-faire appris au fil de sa jeunesse. Il en propose de plusieurs gammes, de plusieurs tailles et pour tout type de pêche. D'abord, on a toujours eu des sagaies. Depuis gamin, on a eu des sagaies. Je crois que ça a été un des premiers instruments de pêche qu'on ait eu parce qu'on les fabriquait nous-mêmes. C'est un peu le papa qui nous a montré comment il fallait faire. J'ai récupéré des bambous qui viennent de Poya et je vais fabriquer une sagaille, on va dire une sagaille qui va servir à piquer des poissons de la taille des picots. On va pouvoir piquer des picots avec ça. Alors le manche n'est pas trop long pour pouvoir aller dans les palétuviers. Voilà. Donc je l'ai coupé à une taille d'environ 2,30 m, 2,40 m. Et là, je vais m'apprêter, je vais déjà enlever les côtes qu'il y a sur le bambou, là, de manière à le rendre un peu plus lisse. Voilà. Voilà, là maintenant, vous voyez, je risque pas de me blesser avec les... Il va bien glisser. Très bien. Bien, maintenant je vais ajuster les fers. Je vais voir à peu près à quelle longueur je vais laisser sortir les fers. Donc je vais aller les chercher. Les fers. Il y a une petite technique là, c'est-à-dire que je vais utiliser des bouchons de bouteilles de vin. Normalement, donc je vais glisser mes fers dans le bambou. Je vais regarder à peu près quelle distance, ouais, on va les faire à 25 cm à peu près. Là, ça veut dire que si je trace ici, je vais devoir mettre un... Voilà. On va tailler un peu. Avec le bouchon, ça va permettre d'amortir le... Quand on pique, ça évitera qu'à la longue, que le fer ne perce la séparation au niveau du nœud. Ça va permettre d'amortir un peu le choc. Donc au fond du bambou, contre le nœud, je vais mettre un bouchon de manière à ce que le bambou, lorsqu'on va piquer, si on rate notre coup et puis qu'on pique un bois ou de manière à ce que le fer ne traverse pas le nœud. Donc on va mettre le bouchon, pour amortir. Disons que ça c'est une distance, la longueur du fer qui va sortir là. C'est moi qui, je la fais à peu près, c'est moi qui estime la longueur qui va sortir. Mais après, c'est possible que
Si je fabrique une sagaille pour une personne, je peux me demander de le faire sortir de plus lent ou qu'il soit un peu plus court, enfin plus à l'intérieur du manche. Voilà, je peux à la limite jouer avec la longueur du fer qui va sortir. Voilà, pour moi, j'estime que là, c'est correct. La plupart des gens, quand ils me demandent de leur fabriquer une sagaille, ils veulent des fers qui sortent à peu près de 24-25 cm à peu près. Et là, je crois que je suis à 25. Voilà. Voilà. Donc je vais aller les affûter. J'en avais affûté un déjà, je vais affûter les deux autres là. Donc ça, c'est le bambou de Chine, c'est-à-dire que c'est le bambou qui pousse. On peut faire des haies avec ces bambous. Et quand on était gamin à Poya, on allait les couper à la tribune nucléaire. Ils avaient des beaux bambous. Donc on montait de temps en temps on avait des copains là-haut, on demandait l'autorisation toujours, la petite coutume avant d'entrer, et puis on allait chercher nos bambous. Alors, on en coupait plusieurs de manière à avoir la réserve pour quelques temps, quoi. Là, je vais utiliser un chiffon mouillé. Comme ça, quand je vais chauffer le bambou, en même temps, je le refroidis avec le chiffon humide. Bon, on va voir si on peut allumer ce truc-là comme ça. J'ai mis un peu de peau de coco, un peu de bourre de coco là. Oh, il ne marche pas, allez. Voilà. Ça va vraiment permettre de... Ouais, ça c'est local comme ça. Ça va vraiment permettre... L'idée c'est... Puis ça va me nettoyer les insectes qui traînent dans mes bois aussi. Je peux, hein? Bien, alors je vais passer mon bambou à la flamme déjà, bien chauffé. Faut pas trop le brûler parce que sans ça il risque d'éclater. Là, si je chauffe trop, il va éclater. Donc après c'est un peu au jugé qu'on voit si... Je vais prendre mon chiffon. Le chiffon humide il permet quoi, Didier? Je sais pas, les vieux ils ont toujours fait comme ça. Je pense que c'est pour refroidir. Peut-être pour refroidir quand... Oh, il n'y a plus de feu. Il n'est pas parfait, mais presque. On va dire qu'il est presque... Il est bien droit, quoi. Quand on faisait les sagailles autrefois, on récupérait le fil de fer de la vieille sagaille parce que c'était pas du fil de fer comme on a maintenant qui s'oxyde un peu. Alors, autant que possible, on prend du galvanisé hein, pour que ça résiste bien. Je pourrais faire avec de l'inox aussi, mais alors chez l'inox, ça coûte très très cher. Donc pour quelqu'un qui veut se faire une sagaille. Il y en a qui attachent aussi avec du fil de nylon. À la place du fil de fer, on peut mettre du nylon. Après, il faut savoir attacher le nylon pour éviter que le nœud glisse. Là, tu vérifies quoi, là, que ce soit pas trop fin non plus? Ouais, je vais le faire le plus fin possible. Je vais le faire le plus fin possible. Ah, c'est pas grave. Voilà, donc je vais bien enrouler ça de tissu. Ça, c'est la technique comme nos parents le faisaient, quoi. Hein. J'ai rien inventé, là. C'était avec les moyens du bord. J'aime bien faire la sagaille, je suis content. Et puis, il y a aussi le contact avec les gens, c'est-à-dire que quand on vient chercher une sagaille, ben, qu'est-ce qu'on fait? Bien souvent, ce sont des gens qu'on connaît et qu'on n'a pas revus depuis longtemps. Donc, on se raconte les souvenirs de notre ancien temps, de notre jeune temps, on va dire. Et puis, on se raconte des histoires de pêche. Hein. Voilà. Et bien souvent, on me pose les mêmes questions, c'est-à-dire qu'on me demande pourquoi je fais les sagailles, pourquoi ça t'est venu à l'idée? Ben, je ne sais pas, c'est comme ça. Comme je vous dis tout à l'heure, on m'a demandé d'en faire une, et puis après, c'est parti. J'en ai fait, j'ai dû en faire des dizaines et des dizaines. Hein. Voilà. Et puis, j'essaie d'améliorer petit à petit. Bon, il n'y a plus grand-chose à faire pour améliorer maintenant. J'essaie de faire du mieux possible. Voilà. Donc là, on va passer à la partie... on va attacher le sagaille. Donc là, il me faut le fil de fer. Voilà. Voilà, puis là, je vais bien pour enlever les torsades là.
je vais enrouler chacun des fers avec le fil de fer. De manière à ce qu'ils ne se barrent pas. Voilà, comme ça, un peu plus. Et là maintenant je vais rouler en serrant. Merde, ils m'ont emmerdé l'arbre. C'est pas grave. Et si ça peut redonner l'idée à certains de... Et puis même s'il y en a qui peuvent, comme moi je l'ai fait en bois, s'il y en a qui, notamment en brousse, qui ont facilité pour avoir des bambous, moi je les encourage à en faire, hein. C'est pas un commerce, voilà. Oui, moi c'est le plaisir d'en faire et puis surtout de revoir des jeunes qui vont pêcher à la sagaie. Parce que ça demande de la patience, hein. Il faut aller dans les palétuviers, il faut marcher, il faut être discret, patient. Qu'est-ce que tu chasses? Ouais, c'est une chasse dans les palétuviers, ouais, c'est une chasse. Ça nous maintient en forme aussi, parce que le fait de marcher dans les racines de palétuvier, c'est pas évident. Hein. Voilà. Voilà une bonne sagaie. Les picots n'ont plus qu'à bien se tenir là. On the hill where we first met, there's a tree so tall and proud. Here you promised to stay with me, and we kissed under the clouds. Another man, he wanted me so, and we were to be wed. The morning of our... Et ben voilà, il n'y a plus qu'à aller à la pêche. On va attendre les marées, ben là les picots sont ouverts. Bientôt on aura les périodes de marée basse. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait à la marée basse? Les poulpes. On va aller attraper les poulpes. My love, I don't know where you've run. Cette fois-ci, c'est avec Eric Prost que nous allons passer un moment. Eric fabrique des leurres, on dirait presque des bijoux tellement son travail est minutieux. À chaque fois, une pièce unique. Une expérience acquise au fil du temps et surtout pêcheur avant tout, il essaie de sortir le meilleur leurre qui fera la part belle à tous les pêcheurs de traîne. Alors là, je suis en train de préparer la décoration des intérieurs. Donc c'est la partie intérieure qui va supporter la nacre et la déco au final, les yeux et tout. Là, je suis en train de sécher la partie décoration. C'est un four qui me sert à sécher donc les paillettes et tout. Moi, ce qui m'intéresse dans ce coquillage, c'est son reflet. C'est ce que je recherche, c'est les couleurs naturelles et ce rose profond, ces bandes, voilà, cette espèce d'arc-en-ciel. Donc ce reflet naturel, c'est ça qui va attirer le poisson. Et là, une fois fini et poli, on voit ce reflet magique. C'est ça le but du jeu, hein, c'est de créer des modèles de A à Z. Doucement, après on modifie certaines formes, on les améliore surtout. Il faut créer une matrice qui va servir déjà à faire les essais en mer. Il y a certains leurres qui vont ressembler à un calmar, d'autres qui vont ressembler à un poisson blessé. Tu l'essayes en mer, tu la modifies jusqu'à ce que tu obtiennes la nage que tu recherches. Une fois que tu as fait ça, il faut créer tout ce qui est matrice pour les intérieurs, donc trouver la forme. Après, tu fais tes gabarits pour la nacre. Et une fois que tu as fait tout ça, bah, tu assembles et puis tu mets à l'eau. Donc là, il a juste été nettoyé, donc tu vois, il n'a pas le même reflet que celui qui est poli. Donc là, on obtient la brillance, la vraie brillance du coquillage, quoi.
important de le faire briller pour révéler réellement la nacre, quoi, la beauté de la nacre. Elle a cette espèce de brillance qui fait que l'éclat, quand le leurre va nager, il va se remuer dans tous les sens. Donc étant donné qu'il est bien brillant, il envoie des éclats beaucoup plus loin. Donc c'est ce qu'on recherche aussi, parce qu'on ne va pas dire que le poisson il voit vraiment tout. Et, par contre, la brillance, oui. Donc il y a même des leurres qui sont faits avec des miroirs. Ça, c'est à l'époque, ils ont essayé de mettre des miroirs à l'intérieur pour justement avoir ce shine quand le leurre nage, qui s'envoie des éclats partout. Donc la nacre, elle, comme elle est déjà belle, on la polie pour la rendre encore plus belle. Voilà. Donc on va décorer celle-ci. Donc ça c'est pareil, ça a été cette partie-là fait partie de ce que je te disais tout à l'heure. On a créé une matrice qui va aller à l'intérieur d'un moule. Le gabarit pour la nacre, je l'ai adapté, voilà, de ce qui fait que c'est régulier, ce qui va faire apparaître les couleurs autour avec les paillettes et la nacre, une finition parfaite. Voilà. Le deuxième. Voilà. Et maintenant cette partie-là, une fois terminée, parce que là elle est terminée, j'ai collé mon logo, on ne le voit pas parce que la couleur est foncée, mais il y a mon logo dessus. Une fois que cette partie est faite, eh bien, on n'a plus qu'à la mettre dans le moule qui va faire la forme extérieure. Et bien voilà, ça c'est la partie four qui me sert à sécher et à travailler. Donc, voilà la partie qu'on a préparée tout à l'heure. Donc j'avais préparé un leurre hier parce que une fois qu'on aurait mis ça dans un moule, il y a un temps de séchage en gros de 3 heures dans le four à une température bien spécifique. Il faut faire attention à l'humidité, il faut faire attention à tout ça. Donc il faut jouer aussi avec la chaleur du four. Une fois que la partie a été coulée, donc il y a un temps de séchage grosso modo de 3 heures et on peut le démouler. Et donc une fois qu'il est démoulé, on se retrouve avec cette pièce-ci qui est pleine d'aspérité, qu'il va falloir donc nettoyer, dépolir pour en arriver à la pièce finale. Donc là, pareil, hein, c'est au papier, c'est fait à la main, donc il faut vraiment être précis. Il ne faut surtout pas déformer le leurre, parce qu'il a une forme bien spécifique et un point de bascule, j'appelle, c'est-à-dire l'endroit où il se réduit. Donc après, on recule ou on avance le point de bascule pour avoir une nage plus ou moins active. Et c'est là qu'intervient un petit peu la partie de précision aussi, parce que si on y va trop fort, on modifie la forme. Bon voilà, là on va passer à la partie montage de la jupe. La jupe c'est la partie arrière qui va faire que le leurre aura une forme finale de poisson quoi, ou de calmar ou quoi au caisse. En l'occurrence cette couleur là, ça représente un calmar. Donc ça c'est quelque chose qui était très difficile à trouver localement. Ces fameuses jupes, en avoir en quantité suffisante pour pouvoir répondre à la demande. Bon, maintenant c'est fait, il y a quelqu'un qui s'occupe de les importer. Donc petit mémo pour mes clients, la partie extérieure on laisse à peu près un bon centimètre par rapport à l'œil. La partie intérieure qui sera décalée sur le leurre, on la coupe à ras de l'œil. On l'emmanche. Pas oublier de mouiller un petit peu parce que c'est très collant. On prend la jupe intérieure, on la positionne sur le premier épaulement ici, on ajuste les yeux, elle vient se caler ici, hein, pile poil contre la première, on l'attache aussi. Moi je privilégie la corde, quand la jupe est abîmée ou quoi aux caisses, à ce moment-là c'est plus facile à remplacer, quoi. Le même nœud, voilà, toujours un nœud de sécurité. Parfait. On remouille un peu, parce que caoutchouc sur caoutchouc, ça glisse pas. Et on la retourne. Et là,
Voilà un beau calmar. Get ready, you gotta move, you gotta move, you gotta move, child, you got to move. You may be high, you may be low, you may be rich, child. Voilà, là, c'est la gamme la plus petite. Donc il y a des creusets, toujours creusés. Ça, c'est pour une nage, une tête très courte qui va être relativement rapide et qui va popper, comme le style popper hein, connu. Le biseauté, il a une nage complètement différente. Lui, le biseauté, il va se mettre en opposition, il va descendre et il va remonter d'une manière un peu faux-folle, ce qui fait, qui représente plus un poisson blessé. Après, dans le creux, bon ben voilà, on voit donc ça c'est le plus court. Après, il y a des tailles supérieures comme ça. Et là, ben, j'ai allongé ma forme. Pour la bonne et simple raison, il y a toujours le creux à l'avant, le pop, mais la nage est plus linéaire. C'est moins vif. Parce que ici, ce que je te disais tout, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Donc il faut adapter les formes pour qu'elles nagent en toutes circonstances. Que tu aies 5 nœuds de vent comme 25 nœuds de vent, il faut que ton leurre fonctionne. Et c'est ce qui est vraiment technique. C'est la partie technique la plus compliquée, c'est la mise au point d'un leurre qui nage par tout temps. Ici, on a réellement beaucoup de vent. Voilà, donc après, il y a d'autres leurres qui sont siffleurs, donc qui sont percés. Là, à la partie arrière, ressort une gerbe de bulles. À chaque fois qu'il va prendre un peu la surface, il va prendre de l'air et relâche de la bulle, ce qui fait une grande traînée derrière le bateau. Et cette traînée-là ben, attire le poisson, parce que le poisson réagit beaucoup au bruit. Donc ça va déjà lui détourner son attention et ça déclenche l'attaque. Oui, oh Fafa, il est bon, ça va. À fond? oui, et toi? Oui, tranquille. Ça y est, tu viens prendre la commande? Bah ouais, ça y est. Ok, oui, T'as c'est bien prêt. bossé là. C'est prêt, bah ouais. Super, super. Voilà, il y a les dédicacés, hein, Diego, Ouais. il y a Melvin, Super. il y a Ben aussi, je sais plus où je l'ai mis, mais tu le prendras. Ouais. Donc ça, Ouais. c'est prêt. Donc là, il y a une Beau bonne boulot, série, oui, il y a une bonne série. Mhm. Il y a les VUA, il y a un peu toutes les couleurs. Ah ouais, c'est bon, il y a un bon panache. Voilà, il y a un bon Ça va me panache. faire- ça va me Les faire des biseautés, VUA 5.5, VUA 6.5. Les deux cocos commandés, tous les petites cacahuètes, psycho, les siffleurs. Passionné de pêche depuis maintenant, de pêche au gros entre autres depuis 15 ans. Tout d'abord étant client de Rico, je fais la partie commerciale. Donc je conseille les clients, déjà par mon expérience à moi, et ensuite les retours de mes clients, de mes propres clients. Et ensuite, donc je viens, je passe mes commandes avec Rico, je réceptionne, je livre mon client, je lui téléphone, je lui envoie un fax, un mail. S'il y a des commandes à envoyer dans d'autres pays, c'est moi qui m'occupe de tout, c'est-à-dire de l'acheminement et tout, et du suivi. Et donc comme ça, Rico, il a sa partie, lui, technique, où il fabrique ses leurres, et moi, je m'occupe de tout le reste. Alors pour la jupe, ce sera la U26 et la 3 couleurs à l'intérieur. Ok. Voilà. Ensuite, donc les siffleurs, donc siffleur waouh. Je pense qu'on va faire les couleurs habituelles. Donc, Siffleur 8 Ouais, ou 10? siffleur 8. Siffleur On va 8. passer en siffleur 8, c'est Ouais. quand même le plus courant. On D'accord. va faire au moins 2 bleus. De bleu, ok. 2 bleus. Alors moi, j'ai envie de te dire une tête fumée et une tête claire. On fait du fumet Ouais. aussi? Ah oui, oui. Pour avoir le choix. Ouais. Ouais. Le tête fumée, il a D'accord. un bon résultat. Et les clients, alors on a plusieurs types. On a le novice qui a entendu parler, qui ne connaît pas. Donc moi, ça va être clair et net. Je vais lui poser la question, qu'est-ce que tu recherches comme type de poisson? Après, j'ai envie de vous dire, tous les leurres fonctionnent sur tout type de poisson. Ça, c'est pas non plus fixe. Mais j'ai déjà une ébauche. Si le gars il me dit je cherche un maï-maï, je vais pas aller lui vendre un leurre qui fait 25 cm de long. Voilà. Donc déjà, je vais le renseigner là-dessus. Je vais le renseigner sur la tendance couleur du moment. Parce qu'effectivement, ça, c'est dans le monde entier, il y a des moments où c'est telle couleur qui fonctionne. Et ici, c'est pareil. C'est suivant les appâts qu'il y a en mer. C'est-à-dire le plancton, les anchois, quand c'est la saison des sèches. Donc, les couleurs changent. Donc, tout ça, moi, je le fais. Ensuite, vous avez la personne qui s'y connaît, mais qui a entendu parler de tel type de leurre ou tel modèle. Il me dit, moi, je veux celui-là parce que son copain, il a attrapé avec. Moi, il n'y a pas de souci. Donc, pareil, je vais le conseiller, mais s'il veut. Je force personne, je suis là pour conseiller avant tout, pour que le gars il soit optimal quand il va à la pêche.
Voilà, Entre Terre et Mer, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous saurez vers qui vous tournez si vous voulez un leurre ou une sagaie personnalisée. Merci de votre fidélité et on se dit à bientôt pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. Ciao!